Et nous sommes en ligne. Bonjour, je suis Rokhaya Solange-Lire, vice-présidente de l'association Shine to Lead. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce talk Shine to Lead où nous allons parler du rôle et de la place des parents dans l'éducation des enfants. Bienvenue aux internautes, bienvenue et merci à nos invités qui ont bien voulu échanger et débattre avec nous pendant 1 heure. Donc, ce panel sera modéré par Amadou, à qui je vais passer la parole. Mais je voudrais tout d'abord rappeler l'importance de ces talks pour Shine to Lead, qui, comme vous le savez, est une association qui œuvre pour améliorer les conditions d'éducation des jeunes filles partout au Sénégal, à travers un accompagnement financier, à travers un mentoring, à travers un accompagnement également pour améliorer leur bien-être au quotidien. Donc, nous sommes engagés dans cette mission avec beaucoup de personnes qui nous accompagnent au quotidien. Et encore une fois, c'est l'occasion de vous remercier à chaque fois de nous suivre aussi nombreux. Donc, ce talk va durer 1 heure et permettra surtout à vous d'échanger, de poser toutes vos questions aux internautes et aux panélistes. Et nous sommes vraiment ravis à chaque fois de vous accueillir. Donc, Amadou, je te passe la parole et je vous souhaite une très belle session. Merci. Merci beaucoup Solange. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on attend vos questions et vos réactions en commentaire pour alimenter ce débat qui, je suis sûr, va être très très riche. Si le docteur Cissé, Rokhaya Cissé, qui est avec nous, pouvait aussi activer sa caméra. Voilà, donc avec nous justement pour parler de ce thème sur le rôle des parents dans l'éducation des jeunes filles. Et vous verrez qu'on va élargir un petit peu le débat à l'éducation des enfants de manière plus large. Le docteur Rokhaya Cissé. Donc, vous êtes sociologue, enseignante et chercheur au laboratoire des recherches sur les transformations économiques et sociales de l'IFAN. Vous coordonnez notamment depuis plusieurs années le baromètre citoyen Djangondo, qui en fait est une étude qui évalue la qualité de l'apprentissage des enfants âgés de 6 à 14 ans au Sénégal. Nous devions aussi recevoir M. Amadou Sélédien, qui va peut-être nous rejoindre, nous l'espérons en tout cas, qui est président de l'association des parents d'élèves du lycée d'excellence Birago Diop et qui est papa d'un garçon qui est en classe de 4e. Nous avons aussi le plaisir d'avoir avec nous Madame Mam Ami Taylor, qui est cofondatrice d'un établissement scolaire qui s'appelle Makeda Group, qui développe en fait des méthodes d'éducation axées sur de la pédagogie vraiment active et centrée sur la créativité de l'enfant. Et puis enfin, nous avons avec nous la plus jeune d'entre nous, Aïssatou Ndiaye. Aïssatou qui est élève en classe de première S1 au lycée de Mbao et qui fait partie des lauréates du programme Shine to Lead. Donc, bonsoir à toutes les trois. Merci de participer à ce débat. Alors, une petite précision d'entrée, hein, je le disais tout à l'heure, tous nos invités, à l'exception d'Aïssatou, sont parents, mais aucun n'a de fille, en tout cas adolescente. Je sais que Madame Taylor a une fille, mais qui est un peu plus jeune. Donc, je disais qu'on allait ouvrir le débat un peu sur l'éducation des enfants, et notamment sur la réussite scolaire des enfants. Quel est le rôle des parents dans la réussite scolaire de leurs enfants? Voilà. Je voudrais adresser ma première question à Madame Taylor, qui, je sais, est aussi impliquée dans des associations de parents d'élèves. Madame Taylor, j'aimerais savoir, en fait, donc l'école vient de reprendre pour les classes d'examen, pour les élèves qui sont en classe d'examen. Comment, en tant que parent d'élèves, en tant qu'association de parents d'élèves, dans cette période assez trouble, comment vous êtes impliqués pour soutenir les enfants qui ont été notamment contraints d'étudier à la maison? Merci, M. Samb. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, chers internautes qui nous suivent. Je remercie Rokhaya Solange-Lire pour son invitation et toute l'équipe de Shine to Lead par rapport déjà à ce que vous faites de très beau pour les jeunes filles qui sont les futures femmes, les futurs leaders de demain. C'est une noble initiative que vous avez eue et que nous encourageons. Donc, c'est tout un plaisir aujourd'hui que j'ai
d'être dans ce talk. Et pour ça, voilà, merci. Donc, par rapport à votre question qui est très intéressante, M. Samb, donc, nous le savons tous, les enfants ont repris le chemin de l'école. Les élèves en classe d'examen ont repris le chemin de l'école depuis hier. Et notamment, les parents ont été aux côtés des écoles. Les associations de parents d'élèves ont été aux côtés des écoles. Déjà pour la préparation, la planification, je sais parce que je suis ma double casquette aujourd'hui et que je suis présidente de l'APE du cours Sainte-Marie de Anne, une grande école avec plus de 4500 élèves. Et donc, nous avons été aux côtés de la direction pour organiser déjà cette rentrée des enfants sur le parce qu'il y avait tout un travail à faire pour que les gestes barrières soient respectés, pour que les conditions d'accueil soient propices au respect de ces gestes barrières-là, que les effectifs soient organisés en conséquence, parce que nous savons que nous avons des classes de 40 élèves, quelquefois de plus de 30 élèves, et que le respect des gestes barrières serait difficile dans ce cadre-là. Donc, il a fallu réorganiser tout cela. Donc, le rôle des parents d'élèves, en tout cas des APE, était d'accompagner l'école. Donc, il y a eu un appui pour certaines APE, en tout cas, il y a eu un appui également financier pour des dotations en masques, en gel, etc. Et il y a eu également un suivi. Nous avons été conviés en tout cas à certaines réunions. Et hier également, pour notre part, nous étions à l'école pour déjà encourager nos enfants et rassurer également les parents. Beaucoup d'émotions. Hier, l'émotion était palpable pour certains parents qui avaient la sensation, qui ont gardé leurs enfants depuis 3 mois et qui avaient la sensation de les lâcher dans on va dire. Et donc, il fallait rassurer ces parents-là, leur dire que voilà, l'école, d'avoir confiance en tout cas en l'école, que les conditions avaient été respectées pour que tout se passe au mieux et qu'il fallait juste prier. Et que voilà, et rassurer également nos enfants parce que ce n'est pas évident, c'est quelque chose d'assez nouveau, c'est particulier, c'est inédit. Et encourager les enseignants parce qu'ils ont eu quand même le courage de venir et d'être exposés malgré tout. Mais malgré tout, ils tiennent à remplir leur sacerdoce. Donc, voilà, c'était un peu ça notre rôle en tant qu'APE. Très bien. Donc, j'entends rassurer, encourager à la fois les enfants et aussi les enseignants pour que tout se passe bien dans le respect des gestes barrières. Très bien. Ma question suivante est pour le docteur Cissé. On sait que parmi les principales conclusions en fait, du baromètre Djangando que vous avez coordonné, que vous coordonnez depuis plusieurs années, on sait qu'en fait, le suivi à la maison, notamment par les parents, est très efficace pour lutter contre le décrochage scolaire. Et un autre paramètre, un autre facteur aussi, c'est que plus les parents sont instruits, plus les enfants en fait réussissent de manière générale à l'école. Ma question, ça serait de savoir ce qu'il est possible de faire en fait pour garantir aussi une réussite à des enfants qui n'ont pas la chance de pouvoir avoir des répétiteurs à la maison, qui n'ont pas forcément la chance d'avoir des parents instruits. Qu'est-ce que vous développez, qu'est-ce que vous avez développé pour ces élèves et pour ces enfants-là? Bonjour Amadou, bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Tout à l'heure, j'ai eu des problèmes. Très bien. C'est bon, ça marche? Alors, je suis vraiment ravie de participer à ce talk et à échanger un peu sur quelques idées, quelques expériences qu'on a, notamment dans le domaine de l'éducation au Sénégal. Et pour répondre spécifiquement à ta question sur l'effet de l'encadrement des parents dans la réussite scolaire et éventuellement ce que ces enfants-là sans encadrement deviennent, les chances qu'ils ont de réussir. Je veux dire que ça confirme tout à fait ce que tu as commencé à dire. D'ailleurs, les résultats du baromètre 2016-2019 de Djangando révèlent ça. Les enfants qui ont eu les meilleurs résultats, c'était d'abord des enfants qui bénéficiaient d'un encadrement et dont les parents avaient un certain niveau d'études. Ça se voit tout de suite à l'analyse des résultats. Les résultats les plus faibles, on va les retrouver au niveau des couches les plus défavorisées et surtout en milieu rural, où on a un niveau d'éducation pour les parents qui est relativement faible et où les ressources consacrées à l'éducation sont les plus faibles aussi.
Donc, ces enfants n'ont pas accès ni aux répétiteurs, ni à l'encadrement des parents qui sont souvent soit analphabètes ou avec un niveau relativement faible. Et du coup, ça se voit tout de suite dans les résultats. Et nous, on a commencé cette expérience depuis 2012 et en quelque sorte, on en avait ras-le-bol de trouver toujours ces mêmes indicateurs qui étaient quand même fatalistes, quoi. On a une réduction sociale juste parce que les parents n'avaient pas les moyens et qu'on se retrouve avec des enfants qui ont des difficultés à l'école. On s'est dit, bon, écoutez, on ne va pas se mettre chaque année à venir évaluer les performances en étant sûr de trouver les mêmes résultats. Et c'est par là qu'on a commencé à mettre en œuvre ce qu'on appelle des programmes de remédiation, remédiation communautaire. Communautaire parce qu'on a commencé par identifier au sein des communautés des personnes avec un certain niveau d'éducation, des élèves en terminale, des anciens instituteurs à la retraite ou des personnes qui avaient au moins un niveau brevet pour pouvoir encadrer un peu les enfants en dehors des heures de cours. Et on l'a fait dans 5 collectivités locales. On l'a fait à la Médina, à Dakar. On l'a fait à Mbour, à Malicounda. On l'a fait également au niveau de la région de Sédhiou, Kolda et Matam. Et ça a été fait pendant 1 an. Ensuite, on a trouvé que c'était une démarche qui avait du mal à être généralisée parce que si on veut toucher le maximum d'enfants, on est obligé d'entrer à l'école. Parce que là, on est resté en dehors de l'école. Et du coup, il fallait revenir dans l'école. Et c'est là qu'on a commencé à négocier avec les inspections d'académie pour que ces cours de remédiation se fassent à l'école avec les enseignants qui travaillent en collaboration avec des remédiateurs. Et c'est pour ça que depuis 2017-2018, on a essayé de travailler comme ça, mais dans 3 régions seulement, Matam, Kaffrine et Kolda. Et quel résultat ça a produit sur le niveau des enfants qui ont pu bénéficier de ces cours de remédiation-là? Bah, écoute, ça nous a confortés dans cette démarche parce que parce que nous avions des cycles de remédiation de 3 mois. En l'espace de 3 mois, on arrivait à peu près 60% de saut qualitatif en termes de réussite de tests sur les disciplines fondamentales, que ce soit lecture ou mathématiques. Rien qu'en 3 mois, en travaillant 3 fois dans la semaine, 3 fois 2 heures, parce qu'on utilisait les après-midi où les enfants n'ont pas cours. Donc, on prenait ces après-midi-là, on faisait 1 heure de maths et 1 heure de calcul, 1 heure de lecture. Et quand on refaisait le test de départ, on voyait qu'au bout de ces 3 mois, on avait un saut de 60% de taux de réussite en plus par rapport à l'évaluation initiale. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui pourrait fonctionner si c'est généralisé et peut-être développé à grande échelle, quoi, en quelque sorte. C'est une voie. C'est une voie pour aider les enfants à mieux réussir. Très bien. Merci, Dr Cissé. J'en viens à Aïssatou. Aïssatou, vous êtes lauréate du programme Shine to Lead. Donc, alors, je sais que vous voulez devenir ingénieur. Bravo. J'essaie vraiment de tout faire pour y arriver. Je suis sûr que vous allez y arriver. Est-ce que vous pourriez nous raconter, Aïssatou, comment se sont passés un peu ces derniers mois pour vous par rapport à vos études et aussi, en fait, de quelle manière, en fait, vos parents s'impliquent pour votre réussite scolaire? Déjà, bonjour tout le monde. Je m'appelle Aïssatou Ndiaye, je suis en classe de première S1 au lycée de Mbao. Je suis aussi lauréate dans l'ONG Shine to Lead. Et aussi, j'ai le privilège de participer à ce talk qui a un thème très important. Et par rapport à la question autant pour moi,
C'est vrai qu'au début de la pandémie, on avait quelques problèmes pour coordonner avec nos profs, mais on a pu créer un groupe, c'est juste un groupe WhatsApp avec tous les camarades de classe. On s'est un peu concerté pour voir comment est-ce qu'on allait faire pour continuer les cours. Mais malheureusement, cela n'a pas pu fonctionner parce qu'en étant jeune avec les réseaux et tout, ce n'était pas du tout facile. Ce qui fait qu'on a complètement coupé le contact avec les profs, on ne les entendait plus, on n'avait plus aucun rapport avec eux. C'est par la suite que Shine to Lead a organisé des cours en ligne pour assurer notre suivi pédagogique. Donc, on bénéficie de cours en ligne. Par rapport à mes parents, c'est tout à fait bien parce qu'ils arrivent à me laisser faire les cours, même si avec les tâches ménagères et tout, parfois il faut s'y faire. On a les deux qu'il faut allier. Mais n'empêche, ils me laissent l'opportunité de participer à ces cours tranquillement et sans aucun problème parce qu'ils connaissent le programme Shine to Lead. Je leur en parle et aussi à chaque fois qu'on nous demande de faire quelque chose, je leur montre comment ça se passe et tout. Donc, ils ont confiance et ils m'aident aussi parce que à chaque fois que je dois faire un cours, ils me demandent d'aller dans un endroit calme où il y a la tranquillité, où je vais bien profiter des explications du prof pour bien saisir l'intérêt du cours. Vous m'entendez? Oui, pardon, il y avait un petit problème de micro. Je disais, donc tes parents vraiment essayent de te mettre dans les meilleures conditions possibles pour étudier. Oui, vraiment. Surtout mon père, il insiste pour que j'assiste à ses cours et que je ne rate aucun d'eux. Très bien. Madame Taylor, en préparant ce débat, Oui. vous me disiez une chose très intéressante. Vous me disiez que vous étiez convaincue que qu'en fait, les enfants ont besoin d'affect et que leurs parents en fait, s'intéressent à ce qu'ils font. Pourquoi d'après vous, c'est quelque chose d'important ça pour que les enfants réussissent à l'école? Oui, oui, effectivement, lors de notre échange, je vous avais parlé de la coéducation, qui est vraiment un dogme, en fait, qui est essentiel, en fait, dans les projets éducatifs. L'école seule ne peut pas assurer, en fait, l'éducation et l'instruction de manière générale, les familles non plus. Donc, il faut qu'il y ait ce brassage-là entre les familles et l'école pour que l'enfant puisse être épanoui, puisse être à l'écoute, en fait, et être rassuré. Donc, j'avais parlé de l'affect, surtout pour les plus petits au primaire. Et ça partait de ma propre expérience parce que j'avais une structure de soutien scolaire. Et donc, j'accueillais des enfants du CP à la terminale. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de dire non à des parents qui voulaient m'amener leurs enfants de 7 ans, de CP et de CE1 pour qu'on les encadre, en fait. Et je leur disais à chaque fois, l'enveloppe que vous allez me donner à la fin du mois m'intéresse beaucoup, mais mon devoir moral m'interdit en fait d'encadrer ces enfants-là, de les prendre en tout cas dans ma structure, et alors que je pense en tout cas que ces parents-là en ont la possibilité. Ce sont des parents qui sont instruits, peut-être qui travaillent beaucoup, mais après, tout est question de priorité. Donc, je les conseille, je leur conseille en tout cas d'en faire une priorité parce que ces enfants-là, à cet âge-là, ont besoin de l'affection de leurs parents, ont besoin d'être rassurés, ont besoin du regard également de leurs parents et de sentir également que leurs parents sont impliqués dans ce qu'ils font. Les parents s'impliquent, s'intéressent à ce qu'ils font. Et c'est essentiel, surtout lorsque les enfants sont plus jeunes. Voilà. Merci, c'est très intéressant. Docteur Cissé, peut-être le regard de la sociologue que vous êtes, les enfants ont besoin qu'on s'intéresse à eux? Oui, oui, tout à fait. Moi, je suis totalement d'accord, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, le déficit d'intérêt pour les parents par rapport à l'école. Lorsqu'on a fait les études sur l'exclusion, les facteurs d'exclusion, le désintérêt des parents vis-à-vis des études,
vis-à-vis de la marge de progression de l'enfant. Vous interrogez les parents, ils ne savent même pas en quelle classe les enfants sont, quel est leur niveau, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent. Donc, plus on a ce gap entre l'école et le parent, plus les chances de décrochage augmentent. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ça. Très bien, merci. Je voudrais revenir à Aïssatou. Donc, Aïssatou, on comprend que tu as un cadre parental qui te soutient, qui t'encourage. Mais j'aimerais savoir, en tant que jeune fille, c'est quoi les principales difficultés auxquelles tu es confrontée aujourd'hui dans ton parcours scolaire? Est-ce qu'il y a des choses qui sont difficiles pour réussir, ou est-ce que tu as l'impression que par rapport aux garçons, il y a des inégalités? C'est quoi ton point de vue là-dessus? Déjà, par rapport aux inégalités, je pense pas, parce que je pense que pour réussir dans les études, il faut du courage, de l'ambition et de la volonté. Et ça, je sais que les garçons n'en ont pas plus que nous. Et donc, à l'école, c'est pas un problème potentiel parce que on est tous au même pied de l'égalité devant le prof et tout. Peut-être à la maison avec les activités, comme par exemple, quand on est fille, on doit s'activer à la maison avec les tâches et tout. Je pense que si je devais parler de problème, c'est ça que je signalerais comme problème parce que parfois, avec surtout maman, il faut allier les deux parce qu'à chaque fois, elle me dit, c'est vrai, c'est bien de faire des études, c'est bien de réussir dans la vie, de vraiment avoir dans la tête que les études, mais aussi tu dois te dire que tu es une femme et tu es appelée à avoir un foyer demain. Et les tâches ménagères aussi, il va falloir que tu en aies ton savoir-faire et tout. Donc là, ça fait parfois un petit problème entre nous, mais ça se règle très vite et il n'y aura plus de problème par rapport à ça. D'accord, merci Aïssatou. Merci Aïssatou. Docteur Cissé, un point sur lequel vous avez insisté quand on a discuté tous les deux pour préparer ce débat, c'était sur la nécessité en fait d'avoir une culture du speak-up pour les filles, pour qu'en fait elles osent s'exprimer pour dénoncer des abus quand il y en a, que ce soit des abus moraux, physiques, et également en fait vraiment un travail à faire sur le développement de leur leadership. On voit que des jeunes filles comme Aïssatou sont vraiment déjà osent s'affirmer, mais c'est pas forcément le cas pour toutes les filles. Vous me disiez aussi qu'on ne parlait pas assez en fait dans nos sociétés, dans notre société sénégalaise. Donc une culture du speak-up et un développement du leadership, c'est bien ça? Oui, Amadou, oui, c'est tout à fait ça. On est souvent sur des approches pédagogiques, on va dire, pour améliorer l'éducation des filles, essayer de les mettre dans des bonnes conditions d'apprentissage. Mais en fait, très peu vont intervenir dans comment les outiller pour qu'elles fassent davantage face à certaines inégalités. Et ce n'est pas simplement le rôle de l'école, hein. Je veux dire, ça se prépare aussi au niveau de la famille. Qu'on dise à une fille qu'elle a le droit d'avoir accès à l'éducation, qu'elle doit pouvoir s'affirmer, qu'elle doit dénoncer en cas d'abus ou en cas d'inégalité ou de violence. Elle ne doit pas, voilà. Il faut qu'elle puisse s'exprimer et défendre ses droits et lui dire qu'il ne faut pas avoir honte de dire les choses et qu'elle a tout à fait sa place. Elle doit étudier. Parce que ça, c'est un des facteurs d'abandon ou de non-scolarisation des filles. Parce que globalement, moi, je regarde toujours au niveau national. Hein. Je ne vais pas simplement sur du milieu urbain ou sur des familles aisées où c'est un acquis. Le droit à l'éducation est un acquis. On n'a pas, ça va de soi. Mais dans certains milieux, l'éducation des filles, elle est vraiment secondaire, quoi. Donc, comment faire en sorte qu'on puisse changer les mentalités au niveau des parents et leur faire comprendre qu'elle a toute sa place
et qu'elle a toutes les chances de réussir si on la met en confiance, si on lui donne ce leadership et ce pouvoir d'expression. Je pense qu'on est en plein dedans. Très bien, merci beaucoup. Je reviens à Madame Taylor. Donc, je le disais tout à l'heure, vous avez des enfants qui ont des âges différents, pas forcément de jeunes filles, mais une question qui nous intéresse aussi, c'est de savoir si, selon vous, est-ce qu'il y a une différence aujourd'hui dans nos sociétés entre la manière d'éduquer une fille et un garçon, notamment pour leur travail scolaire? Est-ce que ça serait quoi les différences d'après vous? Est-ce qu'il y en a, hein, si elles existent? Alors, bon, je pense que ça a été évoqué déjà par Dr Cissé lorsqu'elle parlait du leadership des filles déjà, et les mentalités qui sont ancrées. Et lorsque surtout nous parlons des milieux ruraux, comme elle l'a dit tout à l'heure, en ville, dans les milieux urbains, le droit à la scolarité, à l'instruction, il est acquis. L'éducation, elle est uniforme, on va dire, que ce soit pour les garçons que pour les filles. Mais lorsque vous allez dans les milieux ruraux, ce n'est pas le cas. Les filles sont affectées à des tâches, on va dire, beaucoup plus utiles, en tout cas pour la famille. L'homme qui est soi-disant celui qui sera le futur père de famille, lui, voilà, il aura droit à l'instruction parce que, voilà, lui, il sera le futur père de famille. La fille, elle est juste reléguée à la future mère au foyer. Voilà, donc c'est un peu ça la différence qu'on peut voir, qu'on peut noter en termes d'éducation. Mais pour les familles dites instruites, on va dire, les familles d'éducation, a priori, ne devraient pas avoir de différence. Il ne devrait pas avoir de différence, en tout cas en termes d'éducation, que ce soit pour les garçons ou pour les filles. Non, je ne vois pas. D'accord, très bien. Très intéressant. Moi, je prends mon exemple. Hein. Je ne sais pas si c'est lié à mon caractère, mais je sais que c'était beaucoup plus dur pour ma maman, pour ma mère ou pour mes parents de manière générale, mais c'était beaucoup ma mère qui suivait en fait mon travail scolaire à la maison. C'était beaucoup plus dur pour elle de faire en sorte que je fasse mes devoirs que pour ma sœur. Donc, bon, ça doit dépendre des familles et des caractères. Docteur Cissé, je voudrais revenir à vous. Vous avez produit une étude récemment en fait, consacrée à l'éducation des filles et la santé de la reproduction. Est-ce que vous pourriez nous partager, de manière assez succincte, en fait, les principales conclusions de cette étude, surtout si on connaît le contexte actuel qui est très inquiétant? On sait que l'arrêt des cours lié au Covid-19 a provoqué vraiment un pic de grossesse chez des adolescentes et des jeunes filles. Et donc voilà, quelles sont les conclusions de l'étude que vous avez menée? Merci Amadou. Oui, c'est vrai que pour cette étude sur l'éducation des filles qu'on a réalisée en 2019-2020, c'est quand même avant la pandémie, hein, à partir du mois de décembre à février. Mais le focus qui avait été fait, c'est sur les questions de santé de la reproduction parce qu'il y avait un lien qui était très, très fort entre l'éducation et la santé de la reproduction. Plus les filles étaient éduquées, moins elles avaient de problèmes en santé de la reproduction, comme les grossesses, certaines maladies, l'accès à la planification familiale, etc. Mais à l'inverse, les problèmes de santé de la reproduction avaient un effet néfaste sur la fréquentation de l'école ou non. Je vais donner juste par exemple l'exemple des grossesses précoces où la plupart, on sait qu'à peu près 70% des filles ne reviennent pas à l'école après une grossesse. Donc, c'est un facteur de décrochage qui est assez important. C'est valable pour le mariage. C'est valable pour tous ces événements qui vont intervenir, qui ont un lien avec la santé
des adolescentes, mais avec un effet assez néfaste sur l'éducation. Et ça nous a montré que l'exclusion, c'est vraiment un facteur multidimensionnel. Et les questions de santé de la reproduction doivent être absolument résolues si on veut améliorer l'éducation des filles. C'est valable pour l'hygiène menstruelle, où vous voyez que tous les mois, il y a des filles qui s'absentent 5-6 jours le temps des menstrues parce que les écoles n'ont pas d'eau courante. De toilettes. Vous me disiez que s'il y avait un combat principal à mener, c'était de faire en sorte qu'il y ait vraiment de l'eau et des toilettes dans tous les établissements scolaires au Sénégal. Des toilettes séparées, d'accord. Il y a des toilettes, mais il y a les garçons aussi qui fréquentent ces toilettes et c'est des moments de vulnérabilité pour les filles. On nous a fait part de beaucoup d'abus qui se passent dans les toilettes, donc c'est un environnement insécure pour les filles, même quand elles sont fonctionnelles. Voilà, il faudrait un minimum de règles de fonctionnement et qu'elles soient séparées et sécurisées pour qu'elles aient le courage d'y aller. Et vous voyez, c'est des questions qui ont un impact direct sur la fréquentation scolaire et sur les résultats en conséquence. Très bien, merci Dr Cissé. Je voudrais maintenant revenir à Madame Taylor avant de revenir à Aïssatou. Il y a une question qu'on se pose aussi, c'est de savoir en fait s'il y a des différences entre si c'est plus dur d'éduquer un enfant en 2020 que pour les générations précédentes, celles de mes parents, etc. Aujourd'hui, donc il y a toutes sortes de, disons que à l'époque, peut-être que certains de nos parents se plongeaient dans les livres. Aujourd'hui, c'est les smartphones. Je suis très mal placé pour parler de ça parce que j'ai la réputation d'être toujours collé à mon téléphone. Mais c'est vrai que les adolescents certains adolescents sont très très connectés. Et ça peut être aussi un facteur, on va dire, d'échec scolaire. Est-ce que c'est donc la question, c'est est-ce que vous avez le sentiment que éduquer un enfant en 2020, c'est plus difficile ou différent qu'avant? Est-ce que voilà. Oui, bien sûr. Ça, je pense que c'est une préoccupation qui est partagée par beaucoup de parents. L'éducation de notre époque, qui n'est pas facilitée en fait par l'introduction des écrans, l'introduction même si après on pourra parler, il y a de très bons côtés, hein, mais l'utilisation en fait qui n'est pas efficiente de tout ce qui est écran, voilà, à travers ces nouvelles technologies, la place qu'occupent les réseaux sociaux, etc. En fait, là, il y a un temps qui était auparavant consacré aux études, un temps qui était auparavant consacré à la lecture, par exemple, qui ne l'est plus, n'existe plus. Avant, nous, il paraît que ce n'est pas commode de dire de notre temps, mais bon, je veux dire, nos générations, on se promenait assez souvent au niveau des bibliothèques parce qu'on n'avait pas autre chose à faire, hein. On allait au centre culturel, par exemple, pour lire. On avait des abonnements, etc. Mais nos enfants n'ont plus ce temps-là parce qu'ils sont très, très connectés, très, très sollicités de part et d'autre par les chats, voilà, et j'en passe, les Snapchat, les nanani, les nananas. Et voilà, donc pour les parents, c'est une préoccupation aujourd'hui. Et il faut en parler. Je sais que nous, au niveau, par exemple, de notre APE, nous avons assez souvent, je pense que nous avons organisé 3 fois, des conférences sur la place, par exemple, la place excessive, en tout cas, des écrans dans les familles. Que ce soit au niveau des parents, qui n'ont plus le temps, finalement, de s'occuper de leurs enfants, parce que beaucoup de parents nous disent « Ah, j'ai pas le temps », mais bon, le temps, après, il est qualitatif. Moi, je ne parle pas en termes de temps consacré à l'enfant de manière quantitative, mais de manière qualitative. Lorsqu'on est avec son enfant, est-ce qu'on y consacre pleinement son temps ou est-ce qu'on est avec son enfant, mais parallèlement, on est sur son portable, absorbé par un WhatsApp ou par autre chose. Donc voilà, de part et d'autre, l'écran, de manière générale, que ce soit la télé ou les tablettes ou les téléphones, ont pris une place trop importante et il est temps de se recentrer en tout cas sur l'essentiel. Donc je pense que ça, c'est une des difficultés en tout cas que nous avons parents en termes d'éducation. Après, il y a un autre facteur, à mon avis, qui est aussi important, c'est la cellule familiale qui a changé.
Avant, on avait beaucoup d'aide. Les parents avaient l'aide des grands-parents, on avait l'aide de la badiane, on avait l'aide de l'oncle. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Les cellules familiales sont composées du papa, de la maman, des enfants et des nounous. Et donc, les parents se sentent seuls et sont aussi occupés. Ça aussi, c'est un autre facteur parce qu'avant, voilà, malheureusement, nos mamans, malheureusement, heureusement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Nos mamans étaient à la maison et se préoccupaient voilà, de ce qui se passait à la maison. Maintenant, le papa, la maman, ils sont contraints de travailler et c'est ce que nous encourageons d'ailleurs nos filles à le faire parce que nous voulons que nos filles soient des leaders demain. Mais il faudrait repenser, je pense, le système de travail. Et là, le Covid, je pense que il y a une partie dans ce Covid qui est assez intéressante, qu'il faudra vraiment, il faudra vraiment mener des pistes de réflexion par rapport au système de travail. Et ça, c'est vraiment un plaidoyer à lancer au niveau des employeurs. Comment revoir le système de travail des gens, c'est-à-dire ce système où il faut aller au bureau de 8h à 17h et ensuite passer 3 heures de temps dans les embouteillages pour arriver chez soi à 20h, ne donne pas de temps en fait, ne laisse plus de place pour la famille. Et ça, c'est vraiment un facteur qui est assez difficile en tout cas pour les parents qui veulent s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants. Voilà. Très bien, donc j'entends, oui, hein, que les cellules familiales ont changé effectivement et que effectivement il y a peut-être vraiment beaucoup de monde qui aura envie en fait de pas forcément être présent au bureau tous les jours, avoir plus de temps pour leurs enfants à la maison. Un point de vue intéressant là-dessus, ça pourrait être, docteur Cissé, je sais que vous donniez un cours juste avant ce débat. Donc j'imagine que la période a aussi changé en fait, vos méthodes d'enseignement. C'est quoi votre retour d'expérience d'enseignante justement sur cette période où il fallait donner des cours en ligne et en même temps s'assurer que vos étudiants travaillent, quoi, hein. Ok, Amadou. En fait, je parle toujours de mon point de vue de sociologue et je suis omnibulée par les inégalités, en quelque sorte. Je pense que l'utilisation de ces technologies-là, bon, voilà, il y a un gain, c'est de pouvoir continuer à faire cours sans être ensemble, sans le faire en présentiel. Mais on voit tout de suite que ce n'est pas tout le monde qui a accès à cette technologie. Moi, j'ai des étudiants que j'ai perdus de vue parce que juste, ils ont pas d'ordinateur. Ils sont retournés dans des zones où ils n'ont pas de connexion Internet suffisamment stable pour leur permettre de suivre. Donc, on est obligé d'avoir plusieurs stratégies à la fois, en quelque sorte. Donc, oui, d'accord, c'est bon, c'est bien, mais il faudrait que tout le monde soit sur le même pied d'égalité, alors que là, ce n'est vraiment pas le cas. Par contre, ce que j'ai vu, la technologie dans l'éducation, en tout cas pour rattraper certaines lacunes chez les enfants, moi, je suis tout à fait pour, parce que dans les programmes de remédiation qu'on a eu à faire pour les enfants qui avaient des difficultés à l'école, on utilisait une plateforme avec des exercices interactifs. On avait un vidéoprojecteur où les enfants pouvaient manipuler les ordinateurs, faire les exercices de façon autonome. Et ça, on a vu que c'était vraiment un élément c'était un facteur d'attrait. En fait, les enfants étaient présents lors des cours, ils tenaient jusqu'au bout, ils étaient très motivés. Donc, ça peut être aussi quelque chose qui peut… Une opportunité, ça peut être une opportunité pour les garder avec nous, parce qu'on sait qu'ils sont passionnés des écrans. Mais je pense que même en le faisant, il faut garder à l'esprit que tous les enfants ne sont pas sur le même pied d'égalité, malheureusement. Tout à fait, ouais. Aïssatou, j'aimerais savoir quel est justement quel est votre usage justement des smartphones, d'Internet. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est très connecté, Instagram, Snapchat, etc. Ou est-ce que vous avez plus une utilisation en fait pour
je ne sais pas, pour votre travail scolaire? C'est quoi votre rapport à ces technologies-là, justement? Déjà, avec les réseaux, on arrive à faire beaucoup de choses avec. Par exemple, avec WhatsApp, pour nos cours en ligne, on arrive à communiquer avec le prof. Il nous envoie les audios ou les replays de cours pour qu'on puisse beaucoup plus profiter des explications. Il nous donne aussi les supports de cours par groupe WhatsApp. Aussi, on arrive à créer des groupes WhatsApp pour communiquer entre camarades de classe. On évoque aussi des sujets qu'on aurait à traiter en classe, par exemple des sujets d'exposé. Et aussi, dans ce contexte de pandémie, avec les smartphones, on arrive à communiquer avec plein de personnes sans pour autant avoir un contact physique avec elles. Aussi, il y a aussi pour suivre le niveau de la pandémie au quotidien. Sans suivre à la télé, on peut regarder sur Instagram parce que tout le temps, on a le point de situation qu'on fait entrer sur Instagram. Aussi, les Snapchat, c'est pour se divertir, mais sans pour autant se coller dessus. Moi, personnellement, au début de la pandémie, oui, j'étais très scotchée à WhatsApp pour communiquer avec les camarades de classe, les amis et tout. Mais après, quand je me suis rendu compte que j'ai complètement désappris et que j'ai beaucoup oublié sur les physiques, je me suis dit, voilà, il va falloir que je recommence les cours et que j'arrête complètement. Désormais, maintenant, je me suis décidée à me connecter que les samedis, ce qui n'est pas forcément bien vu parce que tu reçois des messages comme quoi que tu parles plus avec les gens, tu fais quoi, des choses comme ça, et c'est pas vraiment quelque chose qui fait plaisir, mais on arrive à s'habituer avec, et vraiment, je pense que WhatsApp, parfois, ça peut vraiment être un facteur qui est négatif sur notre éducation. D'accord, donc ce que je comprends, c'est que ces réseaux sociaux, il faut en avoir un usage, je dirais, intelligent. Enfin, on est tous sur les réseaux sociaux, mais faire attention à ne pas y passer trop de temps. Et c'est ça un peu ton point de vue? Oui, c'est ça. D'accord, très bien. Très bien. Madame Taylor, donc je l'ai dit au début de ce débat, vous avez cofondé un établissement scolaire, je crois, qui a l'ambition d'accueillir d'abord des classes du CP au CM2 ou du CI au CM2 et puis du collège. Donc c'est un établissement qui est axé sur vraiment des nouvelles méthodes d'instruction, la pédagogie un peu plus active, etc. J'aimerais savoir, en fait, les parents qui s'intéressent à votre projet ou qui ont inscrit ou qui veulent inscrire leurs enfants, c'est quoi leur préoccupation? C'est quoi leur préoccupation en tant que parents pour placer leurs enfants dans votre établissement? Alors, bon, nous, notre établissement, c'est encore en cours. On est En projet, ah d'accord, très bien. C'est un projet, ouais. Donc effectivement, qui est vraiment basé sur, nous avons une vision en fait de ce que doit être l'école. Selon nous, l'école à la mode Jules Ferry a montré ses limites. Le système scolaire, c'était très bien, c'est vraiment très bien de prôner l'instruction pour tous, mais de la même manière, c'est ça qui a montré ses limites en fait. Donc nous voulons vraiment une école plus inclusive et avec une personnalisation, en tout cas dans la mesure du possible, des parcours. Parce qu'aujourd'hui, un des facteurs, en tout cas, que nous pensons être un des facteurs de l'exclusion, du décrochage scolaire des enfants, c'est bien cela, c'est le système scolaire tel qu'il est fait actuellement. Nous n'avons pu nous adapter aux réalités actuelles socio-culturelles, aux réalités actuelles socio-économiques, et nous avons mis tous les enfants, en fait, nous voulons mettre tous les enfants dans le même moule. Aujourd'hui, vous prenez juste, pour vous donner un petit exemple, la norme, en tout cas en termes d'effectifs au niveau de l'école sénégalaise, c'est 60 élèves. Vous prenez des écoles, je ne vais même pas aller dans la banlieue lointaine, à Anne, ici à Anne Pêcheur, parce que j'habite au Mariste, vous avez des classes de 100 élèves.
comment voulez-vous que pour ces 100 élèves-là, qu'ils soient tous bons en mathématiques, qu'ils soient tous bons en français, qu'ils soient tous bons en SVT, voilà, qu'ils soient tous pareils, qu'ils réagissent tous de la même manière, qu'ils ne s'expriment pas, voilà. Ouais, en fait, ouais. c'est ça qui pose problème aujourd'hui. Nous avons des enseignants qui sont très courageux, qui sont très motivés, qui sont très engagés, mais ça ne marche pas. Donc, il faut vraiment une personnalisation du débat, du parcours. Et si ce n'est pas possible, et là, ça c'est autre chose, il faudrait pouvoir proposer autre chose, comme l'a fait par exemple la France à travers sa voie professionnelle. Aujourd'hui, nous assistons vraiment à un découragement des familles, à une lassitude des familles parce que les résultats ne sont pas probants à l'école. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons vraiment un taux de réussite, en tout cas quand nous prenons le taux de réussite de manière générale. Je ne parle pas des écoles privées place, voilà, qui ont des taux de 100%, mais je parle du taux de réussite de manière générale. Le taux n'est pas forcément satisfaisant parce que nous avons un décrochage assez important de certains enfants qui ne se retrouvent pas dans ce système général-là et qui ne sont pas pris en charge parce que l'enseignant tout simplement ne peut pas. Donc, nous, notre système, il sera déjà orienté sur des petits effectifs pour une meilleure prise en charge. Et l'élève doit être acteur, en tout cas, des apprentissages, doit être au cœur des apprentissages. Il ne doit pas juste être là pour absorber tout ce qu'on lui donne, mais les apprentissages doivent partir déjà des propres expérimentations des élèves, de leurs connaissances déjà qu'ils ont, pouvoir après élargir et coordonner et assurer tout ça. Voilà, c'est un peu ça notre vision. Et la deuxième aussi, la deuxième thématique qui est assez intéressante et qui pourrait aussi faire changer la donne, c'est on aimerait bien que des matières qui sont considérées actuellement comme subsidiaires, telles que le sport déjà dans certaines écoles, les arts, la musique, tout ce qui est activité créative, qu'elles aient toute leur place, en tout cas, étant donné comme les mathématiques et comme le français. Et ça permettra à des enfants qui n'ont pas forcément de grandes compétences en mathématiques ou en français, mais qui sont plutôt peut-être créatifs ou qui ont d'autres compétences en art, d'être valorisés autrement. Et après, d'être amenés petit à petit à apprécier les autres matières. Parce que les enfants ont besoin quelque part d'être rassurés par rapport à un certain potentiel qu'ils ont, d'être encouragés et d'être valorisés. Donc, notre vision, et tout en aussi ayant un petit, pas un petit, mais une grande préoccupation sur le plan du développement durable. Voilà. Nous l'avons vu avec le Covid, etc. La nature qui se sent beaucoup mieux parce que les humains se sont enterrés dans leur foyer. Donc, il faut que nos enfants réapprennent à aimer la nature, réapprennent à préserver la nature. Et pour ça, il faut que ça s'apprenne dès le bas âge. Il faut que ça soit au cœur de la pédagogie et que ce ne soit pas des théories véhiculées comme ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça notre modèle. Bravo, bravo, c'est un beau projet. Voilà. J'entends des nouveaux modèles et des nouveaux paradigmes. Une des préoccupations majeures de Shine to Lead, c'est aussi de s'assurer qu'il y ait de plus en plus de jeunes filles en fait, qui cherchent à embrasser des carrières scientifiques. On sait qu'au Sénégal, malheureusement, le gap reste très, très, très important. On a Issatou avec nous qui veut devenir ingénieur. Il y a plein d'exemples aujourd'hui de femmes qui réussissent dans des carrières scientifiques. Docteur Cissé, qu'est-ce qui explique encore aujourd'hui qu'il y ait autant de disparités, selon vous, entre toutes ces femmes qui vont plutôt choisir des carrières littéraires et les hommes, et pourquoi on est encore dans ces stéréotypes-là et comment faire en fait pour que vraiment encourager le fait que les femmes s'orientent vers des carrières scientifiques après le baccalauréat? Oui, ok Amadou. Oui, je vois bien la question, mais je pense que c'est toujours le même schéma. On a des pesanteurs socioculturelles qui sont là,
et qui vont transparaître et qui vont même entrer à l'école en quelque sorte, où on est supposé avoir des élèves et peut-être pas des garçons et des filles. Parce que moi, j'ai vu plusieurs fois certains enseignants avoir un certain regard ou certains conseils ou certaines attitudes vis-à-vis des filles et qui vont déjà les prédisposer, par exemple, soit à faire des formations professionnelles, sortir du cadre général, ou alors à aller dans des filières littéraires. Moi, j'ai vu beaucoup de disparités comme ça, ne serait-ce que par rapport à l'enseignant. Même les familles, en quelque sorte, j'ai vu que même quand elles font appel à un répétiteur pour les matières scientifiques, quand on discute avec les parents, on voit que, par exemple, le répétiteur, il va aller aider davantage les garçons que les filles pour les pousser à aller vers les disciplines scientifiques. Et on va avoir un certain gap avec les filles. On se dit, bon, OK, si elles y arrivent, c'est bon. Si elles n'y arrivent pas, c'est pas si grave parce qu'elles vont aller… il y a des métiers qui sont pour les filles et des métiers qui sont pour les hommes, naturellement. Donc, c'est pas très gênant. Donc, pour moi, ce n'est que le reflet de nos rapports sociaux de sexe qui sont déjà dans la société et qui vont vraiment freiner l'évolution des filles. Mais je pense que ça, c'est en train de bouger aussi. Hein. C'est en train de bouger parce que même dans les derniers chiffres du rapport national sur la situation de l'éducation, on voit quand même qu'il y a progressivement, les choses se stabilisent. On va avoir de plus en plus de filles au primaire, de plus en plus de filles au moyen, de plus en plus de filles au secondaire. Et on va avoir de plus en plus de filles dans les filières scientifiques. C'est en train de bouger, mais ce n'est pas aussi rapide que ça. Et ça appelle vraiment des efforts assez spécifiques. C'est pour ça que j'ai vu plusieurs ONG développer des actions, ce qu'ils appellent des Miss Maths, pour pousser un peu les filles à aller vers les filières scientifiques. Aussi à faire des cours de renforcement spécifiques aux filles, justement dans ces disciplines-là pour les aider à avancer au même niveau que les garçons. Ça bouge, mais ça ne bouge pas très vite de mon point de vue. D'accord, ça ne bouge pas assez vite, mais ça bouge un peu. Et Aïssatou, vous, qu'est-ce qui… on a entendu tout à l'heure que vous n'aviez vraiment aucun complexe sur le fait de vous lancer vers une carrière scientifique, mais est-ce que vos parents, ils vous encouragent là-dedans? Est-ce qu'ils vous poussent? Est-ce qu'ils trouvent que c'est bien que vous ayez ce choix de carrière? Oui, particulièrement mon père. Il ne trouve pas de problème par rapport à ça. Ma mère aussi, parce que tout le temps, il me dit, t'as qu'à faire ce que tu as envie de faire. Et surtout, le plus important, c'est d'être bien là où tu es. Et surtout, parce que dans notre famille, ma soeur, elle a fait des études scientifiques. Mon père particulièrement, il ne trouve pas de problème par rapport à ça. Au contraire, il m'aide plutôt pour bien réussir parce que je me rappelle au début de l'année, j'avais juste au début, je me suis rendu compte que j'avais un problème avec les sciences physiques. Il s'est arrangé à trouver un prof qui était disponible à venir chez moi et me renforcer pour les matières scientifiques. Donc là, j'ai ressenti qu'il m'aidait et qu'il m'encourageait à continuer sur cette lancée donc, dans les sciences. Très bien, mais écoute, c'est très inspirant et bravo, continue sur cette voie. On arrive bientôt au terme de ce débat. J'invite toutes les personnes qui nous suivent sur Facebook à ne pas hésiter à poser des questions, hein, que ce soit Madame Taylor, Aïssatou ou Dr Cissé. Je vais à nouveau faire un tout petit hors-piste en fait pour qu'on puisse un peu se projeter sur la rentrée scolaire prochaine, parce que pour beaucoup, en fait, on considère que l'année scolaire est perdue. Hein. Docteur Cissé, vous me disiez qu'il allait y avoir un décrochage scolaire probablement massif chez les filles. Est-ce que dans l'intervalle… est-ce que d'après vous, dans l'intervalle entre maintenant et la prochaine rentrée, il y a des choses qui pourraient être faites ou qui doivent être faites
pour justement faire en sorte que ce décrochage soit pas aussi important qu'on le craint. Oui, oui, c'est sûr qu'il y a énormément de choses à faire et dans plusieurs sens, quoi. D'abord, je pense que l'un des chocs que les familles, les ménages vivent avec cette COVID, c'est la perte de ressources déjà, hein. Pour une bonne part des parents, il y a certaines filières qui sont vraiment en pause et on a une grosse perte de revenus, hein. Rien qu'en discutant avec, on se rend bien compte de ça. Et un des postes budgétaires sur lesquels les parents vont couper, c'est sûr que l'éducation des enfants, ça va en pâtir. Et je pense que les filles aussi ne vont pas être en reste. Parce que quand il y a des choix à faire, en général, dans certains milieux où l'éducation des filles n'est pas une priorité, c'est d'abord les filles qui vont devoir quitter l'école et laisser la chance aux garçons. Donc déjà, je pense que les filles, elles vont être plus victimes de ces arbitrages au niveau des parents qui vont perdre des ressources, qui ne seront pas en mesure de payer des frais de fourniture, les frais d'écolage, les frais de transport. Après, il y a aussi toutes ces questions sur ces adolescentes qui vont tomber enceintes, qui ne vont pas forcément aller avoir accès aux soins parce qu'on voit que la fréquentation des structures de santé a beaucoup baissé du fait de la pandémie. Donc, elles vont être beaucoup moins suivies. On va avoir des risques sur le cycle de vie. On va avoir des accouchements, des avortements clandestins. Voilà, toutes sortes de choses qui vont peser quand même sur le cycle de vie de ces adolescentes-là. Et je pense qu'un autre facteur, ça va être qu'elles vont quand même se retrouver. Je parle toujours des filles qui sont beaucoup plus vulnérables de ce point de vue-là. Je pense qu'on n'est pas dans une situation favorable et qu'il y aura vraiment beaucoup, je suppose qu'il y aura plus de décrochage que maintenant. Je pense que cette crise, elle va aggraver un peu le décrochage des enfants de l'école. Et il va falloir anticiper sur ça. L'autre chose, c'est qu'on doit déjà commencer à faire des cours de renforcement pour ces enfants-là parce qu'ils vont désapprendre. Ils sont restés plusieurs mois sans apprendre. Ceux qui ne sont pas dans les classes d'examen ne vont pas aller à l'école. Donc, c'est sûr qu'on aura déjà que les niveaux sont faibles. Nous, on a des taux de réussite de 20% sur un test de CE1 pour des enfants de 14 ans. Donc, on imagine qu'avec 4 mois en moins sur le programme scolaire, on imagine ce que sera le niveau des élèves l'année prochaine. Donc, je pense que c'est maintenant qu'il faut anticiper et vraiment renforcer le soutien scolaire. Bien, merci beaucoup. Madame Taylor, je vous voyais acquiescer à plusieurs reprises pendant que le docteur Cissé parlait. Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez ajouter, compléter par rapport à cette question? Oui, oui, tout à fait. Oui, effectivement, on l'a noté, hein, même, je veux dire, même au niveau des écoles dites privilégiées, nous avons noté une grande partie de décrochage, en tout cas des enfants, déconnectés complètement de cette école à distance. Et il y a un énorme travail qui doit être fait, un énorme travail de maintien, en tout cas, qui doit être fait au niveau des écoles. Et je vois que pour certaines classes, en tout cas, ça a très bien marché lorsqu'il y a eu des enseignants très, très volontaires qui se sont rapprochés d'une manière ou d'une autre des familles pour vraiment les inciter à faire travailler les enfants, à ce que les enfants soient connectés, soit à travers des exercices qu'ils doivent récupérer au niveau des écoles ou à travers l'école à distance en ligne, etc. Mais voilà, c'est très, très compliqué et il faudrait que le ministère national s'y penche très, très rapidement, surtout par rapport à la date de la rentrée. Hier, j'en discutais avec notre directeur. Si la rentrée prochaine, effectivement, est prévue pour le mois de novembre, ce décrochage risque d'être encore plus exacerbé parce que les enfants ont quitté l'école depuis le mois de mars. Les faire au mois de novembre, ça voudrait dire 8 mois de non-travail. Donc, les enfants auront désappris. Les enfants se seront déconnectés, les enfants auraient perdu le rythme scolaire tout simplement, et donc ça sera beaucoup plus difficile de les reprendre au mois de novembre avec, voilà, ils viendront avec beaucoup de lacunes et
il y aura beaucoup de dysfonctionnements. Donc, il faudrait que les écoles, les entités, le ministère y réfléchissent pour que ce décrochage soit le moins exacerbé possible. Maintenant, il y a aussi un autre concept qui a été évoqué en France et même dans le programme français ici au Sénégal, c'est les vacances apprenantes. Voilà, il faut nécessairement que pendant les vacances, qu'il y ait un volet, un volet consacré aux études. Maintenant, fait de manière autrement. Donc, j'entends de votre point de vue, vraiment à toutes les deux, que un des facteurs importants, c'est que entre aujourd'hui et la prochaine rentrée, il est important que les élèves, que les enfants, en fait, ils rattrapent en fait leur retard. Peut-être le mot de la fin pour Aïssatou. Aïssatou, justement, est-ce que vous avez prévu de… Est-ce que vous avez prévu de continuer les cours en ligne d'ici à la prochaine rentrée? Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu. Oui, Aïssatou, je disais, je vous demandais si vous aviez prévu justement pour ne pas désapprendre. Vous disiez tout à l'heure que vous avez un tout petit peu désappris. Et est-ce que vous avez prévu d'ici à la prochaine rentrée de continuer en fait à suivre des cours en ligne d'ici à la prochaine rentrée? C'est quelque chose que vous prévoyez de faire? Oui, parce que le programme Shine to Lead a déjà mis à notre disposition des cours en ligne avec 2 matières, dont les matières scientifiques, les mathématiques et les sciences physiques. On fait 2 cours par semaine déjà avec ça, parce que le prof, il te donne des exercices et des applications à lui rendre par photo. Donc là, tu as déjà, il va falloir que tu reprennes ton de cours pour revoir certaines formules et le cours en entier pour pouvoir bien faire les exercices. Et déjà, on a commencé depuis le mois de Ramadan. Là, je me suis rendu compte que je commence à continuer les cours, même si c'est à distance, aussi à comprendre certaines choses, à commencer à vraiment retrouver mon rythme scolaire aussi. Bon, mais en tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage. Je voudrais vous remercier toutes les 3 d'avoir participé à ce débat. C'était vraiment un plaisir pour moi et pour Shine to Lead de vous entendre. On vous donne rendez-vous pour un prochain talk à une date qui vous sera annoncée prochainement. On voudrait aussi remercier notre partenaire Céné+, qui rediffuse ces talks sur son site web. Donc, merci à toutes les 3 et à tous ceux qui nous ont suivis. Et à bientôt pour un prochain talk avec Shine to Lead. Merci. Merci, au revoir.